Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au Boulot, le podcast qui explore notre relation au travail. Qu'est-ce que le travail pour vous ? Une activité rémunératrice ? Un moyen d'épanouissement ? Ou un engagement social ? Une corvée peut-être ? On parlera de thèmes comme l'équilibre entre vie pro et vie perso, le rapport à l'environnement de travail et bien d'autres questions qui nous touchent toutes et tous. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute. Au boulot. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons recevoir Jonathan. Salut Jonathan, comment ça va ? Salut à tous. Écoute, ça va très bien et toi ? Super, mais c'est moi qui pose les questions ici normalement. Mais non, ça va très bien. Je vais te faire commencer exactement comme je fais commencer tout le monde, à savoir, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de ton parcours pro, s'il te plaît ? Oui, pas de problème. Alors moi, du coup, je suis issu d'une formation à la base en génie électrique et je me suis orienté ensuite sur l'informatique, sur la programmation et l'informatique industrielle. J'ai eu une première expérience pro, du coup, j'avais fait en fait ma licence professionnelle à l'époque d'alternance. J'ai continué un peu après mon année de licence pro, puis il y a eu une crise économique. Donc c'était une petite boîte, j'étais le dernier arrivé, donc j'étais le premier parti. Assez classique, malheureusement. C'est ça. Ça se comprend, de toute façon, c'était pour sauver la boîte et les autres emplois, donc ça reste, j'ai envie de dire, une démarche logique, même si c'est la galère dans ces moments-là. Ensuite, j'ai complètement changé de voie, puisque je suis parti dans la marine nationale, donc dans l'armée. Je suis rentré dans une nouvelle spécialité qui se créait en fait à l'époque. C'était une filière accélérée en énergie nucléaire, donc pour être sur sous-marin nucléaire. Ok, tu serais parti sur le truc qu'on a tous un peu en tête, dont on ne sait jamais ce qui est le vrai du faux, l'émission sur plusieurs mois en sous-marin, c'était ça l'idée ? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. C'est ça. Ok. Donc moi j'ai fait mon parcours d'officier marinier, donc à Mestrance, puis mon école de spé sur Saint-Mandrier et Toulon. Et derrière, affectation en équipage sur sous-marin nucléaire d'attaque à Toulon. Ok. Pendant que je suis rentré, en même temps que je suis rentré dans l'armée, du coup, j'ai rencontré ma femme, qui elle était basée du coup en Bretagne. Et donc moi j'ai quitté l'armée, du coup, ils avaient prolongé en fait ma durée de probatoire entre guillemets, donc j'ai pu partir sans problème. Et je les rejoins du coup en Bretagne. Ok, un parcours atypique. C'est ça. Donc là, je pensais revenir du coup assez facilement dans l'informatique. Il s'avère que c'était pas le secteur le plus porteur là où on était, et surtout mon diplôme ne parlait pas en fait aux entreprises du coin. Donc je me suis fait recaler pas mal de fois. Et là, on est rentré typiquement dans les problèmes qu'on rencontre en France, c'est-à-dire que ce qui prime, c'est le diplôme, ouais. et pas le reste. Le papier. Et donc pour illustrer ça, du coup, il y a une boîte dans laquelle j'ai postulé 3 fois. Je me suis fait recaler 3 fois juste en me disant que l'intitulé du diplôme ne correspondait pas à leur recherche. Ils t'ont même pas reçu en entretien ? Non, même pas, non. Ok. Et donc du coup, j'ai décidé au bout d'un moment de postuler en licence pro sur Vannes, qui marchait pas mal dans la région, dans le but de trouver une alternance et puis de pouvoir rentrer dans une boîte par ici, quoi. Pour avoir un ordre d'idée, t'avais quel âge à peu près à ce moment-là ? Bonne question. C'est facile, c'était il y a 11 ans, donc j'avais 24 ans. Ok. Donc du coup, j'ai été pris en licence et puis j'ai envoyé mon CV dans la même boîte qui marquait les 3 fois, et là ils m'ont reçu en entretien direct. Et quand je suis passé du coup devant les responsables de l'équipe de développement, puisque je postulais pour un poste dans le dev à l'époque, ils m'ont dit qu'ils auraient bien aimé voir mon CV avant, parce que j'avais des connaissances d'un certain langage de programmation pour lesquels ils cherchaient du monde depuis un moment et qu'ils n'arrivaient pas à trouver. Ah ouais. T'avais envie de leur erronner, j'imagine, un peu rire jaune, mais... Je leur ai dit que j'avais postulé 3 fois avec le même CV. Ouais, j'imagine que ça devait bloquer au niveau RH et que ça passait même pas jusqu'à cette équipe-là, en fait. C'est ça le problème classique. Ouais. C'est ça. J'ai été arrêté au premier filtre, du coup, direct.
Et donc cette boîte, j'y suis toujours. Ok, j'allais poser la question justement si tu es toujours dans la boîte. Donc tu es toujours dans la boîte, ça fait donc un paquet d'années, si je suis bien. Ça fait plus de 10 ans, ouais. Et donc j'imagine que si ça fait un paquet d'années, c'est que ça doit à minimum un peu bien se passer. Ouais, ça se passait bien. Ouais. On va poser d'autres questions après autour de ça, mais en tout cas, effectivement, un parcours assez atypique. Est-ce que tu avais fini ta formation d'officier quand tu as décidé d'arrêter pour suivre celle qui est devenue ta femme, c'est ça? Oui. Est-ce que tu avais fini ta formation ou est-ce que c'est une décision qui a dû être réfléchie de est-ce que je vais jusqu'au bout, est-ce que je m'arrête avant? Non, j'avais tout fini. J'avais fini que ce soit ma formation d'officier marinier, puis j'avais fini ma formation aussi de spécialité même. Donc j'étais vraiment arrivé en équipage. Ok, juste par contre, t'es jamais parti en mission suite à la fin de ta formation. Ouais, c'est ça. En fait, c'était une nouvelle filière, et du coup, ils n'avaient pas de recul, donc ils ont décidé de passer la période d'essai en fait de 6 mois, ils l'ont passé à 1 an et demi. Ok, wow. Et donc en fait, ça m'a permis en fait de pouvoir partir sans aucun problème le jour où je l'ai décidé. C'est un des rares scénarios où la période d'essai te profite plus à toi, employé, qu'à l'employeur. C'est ça. Comme quoi ça arrive. Parce que sinon tu pars vraiment pas comme ça après. Ouais, j'imagine que tu as des liens qui sont un peu plus durs quand tu es dans la défense que quand c'est une entreprise privée. Très dur, ouais. Ok. Je vais poser des questions à rapport à ça avant d'enchaîner sur la suite parce que c'est suffisamment atypique pour être intéressant. J'imagine que pour avoir envie de faire ce genre de formation et ce genre de métier, il y a quand même une espèce de vocation. C'est pas quelque chose sur lequel tu tombes un peu par hasard, comme des fois on peut s'orienter dans les études. Est-ce que le fait de finalement changer de plan suite à une rencontre, ça a été difficile et comment tu le vois avec le recul aujourd'hui? Alors ça n'a pas été difficile parce qu'en fait on était franchement assez loin de ce qui m'avait été vendu à la base. À la base, j'avais postulé pour une autre spécialité que je connaissais bien, je connaissais du monde qui faisait cette spécialité. Et en fait, le jour où je me suis rendu du coup en CIRFA, donc les centres de recrutement de l'armée, Ouais. vu que j'avais un bac+3, en fait, ils m'ont parlé de cette nouvelle filière accélérée en fait qu'ils mettaient en place. Et du coup, ils cherchaient en fait justement des profils à bac+3 pour intégrer cette filière. Et du coup, en fait, moi j'ai postulé aussi à cette filière, et finalement, je suis parti là-dedans. Ok. Mais on était entre ce qui m'a été dépeint au centre de recrutement et finalement ce qu'il en était une fois que je suis arrivé en équipage, le delta était quand même assez important. Ok. Et puis voilà, pour moi, le choix de vie et le fait d'être avec la personne qui aujourd'hui est devenue ma femme, c'était, même si j'avais eu, je pense, plus d'intérêt dans mon boulot, ça aurait pas changé ma décision. Bon, en tout cas, la conclusion est plutôt belle, je trouve. Si je te pose la question comme je l'ai posée aux autres avant toi, et comme je la poserai à ceux après toi, pour toi, c'est quoi le travail? Je vais pas faire dans l'originalité, hein, ça reste entre guillemets, je vais dire une obligation, un passage, en tout cas un passage obligé et nécessaire pour notre quotidien. T'es obligé d'aller travailler pour pouvoir malgré tout vivre, euh, pouvoir te payer à bouffer, te loger, puis aussi pouvoir te faire des plaisirs. Enfin, je le vois plus quand même, moi, comme un passage obligé, comme une obligation, plus comme un plaisir, comme on peut voir chez certains. Ok. Est-ce que, donc, tu as cette notion de passage obligé, est-ce que tu le vois quand même comme une tannée au quotidien ou est-ce que tu arrives à gérer le fait que tu te sens obligé, mais tu arrives quand même à trouver le niveau acceptable pour en tirer suffisamment de plaisir pour être OK au quotidien ou est-ce que c'est vraiment de la pénibilité avant d'être quoi que ce soit d'autre? Alors j'ai eu des moments où c'était vraiment où ça a été un fardeau, je pense. Mais après globalement non, c'est pas non plus, j'y vais pas reculant non plus quoi.
Le fait que tu sois dans la même boîte pendant 10 ans, j'imagine que ça joue avec le fait que tu y ailles pas à reculons. Tu dois, j'imagine, y avoir trouvé une sorte d'équilibre aussi. Oui, alors en tout cas, c'est sûr que pendant plusieurs années, j'ai vraiment trouvé mon compte. Je pense même que je prenais pas mal de plaisir à faire ce que je faisais. Après, il y a eu le Covid. Ouais. Le Covid, ça a impliqué quand même pas mal de changements. Euh, le principal étant le télétravail. T'avais pas du tout de télétravail avant. Non, zéro. En fait, c'était quelque chose qui était inconcevable pour le patron de la boîte. Est-ce que tu peux nous dire dans quel secteur d'activité elle opère ton entreprise? Ah, on développe un logiciel du coup. Ok, donc on est vraiment dans une boîte de tech qui fait de la tech, quoi. Ok. Ouais. Et pour autant, la direction ne voyait pas le télétravail comme quelque chose d'envisageable au début. C'est ça. Ok. C'est ça. Ok, donc là, le Covid est arrivé, puis forcément, pas le choix de réfléchir autrement. Voilà, c'est ça. Donc, côté développeur, on avait des unités centrales, pas de PC portable. Donc, au moment du Covid, t'as vu tout le monde partir avec son unité centrale sous le bras. Le déménagement. Ouais, voilà. La boîte, entre-temps, a été rachetée, donc c'est plus les mêmes personnes. Donc, on est équipé et le télétravail a perduré. Ok, t'as une liberté un peu comme tu veux là-dessus, ou c'est un nombre de jours maximum, ou comment ça se passe? Ouais, il y a un nombre de jours maximum et les jours de présence sur site sont imposés pour essayer d'avoir en fait des jours où on se retrouve tous en commun au sein de l'équipe. Ouais, d'essayer de garder une cohésion de groupe avec l'équipe. Ok. Est-ce qu'on peut avoir une idée de soit la taille de l'entreprise, soit surtout la taille toi de ton équipe, le site là où t'es? Je sais pas s'il y a plusieurs sites sur l'entreprise. Alors, ouais, il y a beaucoup de sites, que ce soit en France ou dans le monde, donc c'est vraiment un truc énorme. Mais le site sur lequel moi je suis et qui était le site sur lequel le seul site de la boîte dans laquelle j'étais avant, ça représente 250 personnes. Ok, quand même, donc c'est pas non plus un tout petit site. Non. Mais du coup, le télétravail, ça a apporté du positif parce que clairement, être chez soi, tu gagnes les trajets, tout ça. Mais après, c'est un autre mode de fonctionnement. Et puis, quand t'es pas préparé, des fois, la frontière du boulot et du perso, tu l'as moins que quand tu quittes ton bureau tous les jours à la même heure et que t'as plus rien pour travailler. Clairement, ça demande une hygiène j'allais dire une hygiène de vie, c'est pas tellement une hygiène de vie, c'est une organisation de vie pour séparer un peu les deux. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont pris ce mur-là avec le Covid. Il y en a aussi beaucoup, je pense, pour qui ça marche pas forcément tant que ça d'un point de vue organisationnel, le télétravail, pour plein de raisons, que ce soit l'espace à la maison, la gestion de la famille sur place, la gestion de l'isolement ou quoi que ce soit. C'est un confort organisationnel assez fou, mais ça marche pas forcément pour tout le monde. Et je pense que dans le cadre du Covid spécifiquement, et vraiment tout d'un coup, ça a été assez violent pour certains malgré tout. Hein. Tu as déjà répondu partiellement, mais je vais quand même te poser la question, parce que tu ne vas pas échapper à ça. Pourquoi tu travailles? Eh bien, bon, comme j'ai dit, hein, parce que passage obligatoire, et puis tout simplement pour pouvoir, comme j'ai dit, vivre. Hein. Ok, je vais essayer de tirer un peu les ficelles là-dessus. Tu as vraiment ces deux notions, la notion de passage obligatoire et la notion de gagner de l'argent, en fait. Je vais essayer d'éviter de mettre la notion vive derrière, parce que même si sans argent, la vie est plus difficile, fatalement, j'aimerais pas qu'on associe tu n'as plus de vie à partir du moment où tu n'as plus de revenus. Ouais, ok. Clairement, on va dire les choses, hein, c'est compliqué si t'as pas de revenus et que t'as pas d'argent pour te payer un logement ou à manger, ta vie va vraiment, vraiment pas être drôle. Mais pour autant, la notion de vie, c'est encore... j'essaye de séparer les deux en tout cas. Mais tu as cette notion de passage obligatoire et cette notion de gagner de l'argent. Ça veut dire que pour toi, il y a les deux. Donc si je sépare les deux, si je dis tu as de l'argent illimité, tu n'as plus besoin d'avoir un revenu tous les mois pour te payer un toit, une chambre, des loisirs, des vacances, à manger et de l'équipement. Est-ce que tu estimes que c'est quand même un passage obligatoire et tu continues d'aller travailler, ou est-ce que tu raccroches les deux en même temps et finalement ce qui est obligatoire, c'est de gagner de l'argent? Ouais, je pense que ce qui est obligatoire, c'est de gagner de l'argent, en tout cas
de mon point de vue. Et effectivement, avec des fonds illimités, plus de nécessité de ce côté-là, bah non, j'irai pas me lever tous les jours. Ok. Puis si on dit que tu as de l'argent limité puis que tu n'as plus besoin de cet emploi, à ton avis, tu fais quoi de ton quotidien? Je sais pas. Je pense que je m'orienterai vers des choses qui m'intéressent un peu plus. Et puis voilà, avec la famille, avec des enfants, etc. Il y a plein de choses à faire pour s'occuper. Ouais, ça, c'est clair que je te l'enlèverai pas, mais alors je te rajouterai juste un petit point, c'est que t'occuper de tes enfants, c'est déjà du travail. Donc en fait, tu t'arrêtes pas vraiment non plus de travailler. Je suis d'accord que t'as pas cette obligation de te lever au quotidien pour aller faire un truc pour quelqu'un d'autre en plus en tant que salarié. Mais c'est aussi ça que j'essaye de creuser dans le podcast, c'est de dire, il y a cette notion qu'on s'impose tous, moi le premier, hein, de travail, soit salarié, soit entrepreneurial, qui est lié à souvent un revenu. En fait, il y a toutes nos activités du quotidien qui peuvent être assimilées à du travail et qu'on assimile nous-mêmes pas comme du travail, en fait. Tu as la notion travail-salaire, mais tu as aussi, je suis convaincu, moi, que ton quotidien, bien sûr, il sera fait de beaucoup plus de temps de flâner, de plaisir pur et de choses qui peuvent ne pas être assimilées comme du travail, mais je suis convaincu que, tu vois, tu le dis toi-même, si tu passes plus de temps avec ta famille, bah, en fait, quelque part, tu travailles aussi pour le futur de tes enfants, donc tu ne t'arrêtes pas de travailler à la fin de ta journée de travail, Jonathan. Effectivement. C'est pareil, tu as déjà plus que partiellement répondu à la question, mais on va quand même aller la creuser elle aussi. Pourquoi ce travail spécifiquement? Pourquoi ce travail spécifiquement? Parce qu'à l'époque où j'étais au lycée, j'étais pas mal attiré par tout ce qui était info, développement, etc. J'avais des parents, des profs qui me poussaient un peu pour partir vers d'autres trucs, des classes prépa, des écoles d'ingé, mais en fait moi j'étais un peu une feignasse et en fait moi j'avais pas envie de tout ça, j'avais envie d'un truc où, où je connaissais un peu déjà, où j'étais voilà un peu en terrain connu et un petit côté facilité qui a fait que moi je suis parti là parce que ça m'intéressait aussi, mais voilà, parce que du coup vu que ça m'intéressait et que je connaissais, c'était aussi plus tranquille. Mais tu disais qu'après le bac, tu étais parti faire une licence ou en tout cas des études en génie électrique. Ouais, en fait là c'était génie électrique et informatique industrielle. Ah ok, d'accord, c'était les deux en même temps. Ouais, donc du coup j'avais plein de cours liés à la prog. Ok. Ouais, t'étais un peu comme beaucoup d'entre nous, je dis nous parce que moi aussi je suis dans l'informatique, t'étais geek à l'époque où c'était pas forcément cool d'être geek. Ouais, voilà, Aujourd'hui c'est cool d'être geek. c'est ça. Ok. Et donc après, bah, tu nous as déjà raconté effectivement ta redirection vers la défense, le nucléaire, la marine, puis les choix de vie et les événements de vie qui font que tu es reparti vers de l'informatique. Ça, c'est pourquoi ce travail en termes de métier et pourquoi ce travail là où tu es spécifiquement, est-ce que c'était vraiment une condition obligatoire pour toi géographiquement d'être dans cette région-là? Oui, parce que comme je l'ai expliqué, moi j'ai rencontré ma femme dans l'armée et elle, sa base c'était uniquement là où on est aujourd'hui en Bretagne. Il n'y avait pas de mobilité. Ok. T'es près d'une grande ville ou pas? Je suis à une trentaine de minutes. Je pose la question pour les auditeurs parce que souvent le raccourci qu'on peut faire, bah, c'est vrai dans plein de métiers hein, réellement, souvent le raccourci qu'on peut faire aussi dans l'informatique, c'est que c'est beaucoup plus facile de trouver un emploi dans une grande ville. Donc si tu es loin d'une grande ville, c'est une condition quand même assez difficile quand tu démarres pour te dire ok, je vais trouver un truc, je vais me poser là, puis ça va être ça ou rien. Bon, en tout cas, bravo, tu as trouvé quelque chose qui a l'air d'être plutôt cool et qui te convient, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant que tu as un peu de télétravail, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton équilibre entre ta vie pro et ta vie perso? Comment toi tu fais la coupure entre les deux? Tu as parlé du fait que c'était pas aussi facile pendant le Covid. Tu peux aussi nous raconter ça si tu as envie. Ouais, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup, quand tu travailles que qu'en bureau, le moment où tu quittes, ton travail, tu l'as pas à la maison. Maintenant, on va dire que ça a un peu changé avec les ordi portables, etc. Mais en tout cas, moi, à l'époque, c'était une idée centrale, donc elle restait au bureau et puis le travail restait avec.
bien fermé au bureau. Avec le Covid, ben, du coup, tu te retrouves chez toi et puis, bah, tu as tout ce qu'il faut pour travailler et puis, bah, finalement, c'est plus compliqué de t'arrêter parce que tu te dis: «Bah, finalement, je suis déjà à la maison et il me reste pas grand-chose» et puis, bah, tu finis ça, puis un petit truc s'est rajouté, tu te dis: «Bon, c'est pas grand-chose aussi» et puis, bah, finalement, tu te fais vite bouffer par le travail. Alors, est-ce que tu es sur des choses qui viennent prolonger ta durée de travail, qui viennent prolonger ta journée après qu'elle aurait dû se terminer? Ou est-ce que tu es sur des trucs un peu plus vicieux où tu vas y retourner plus tard dans ta journée? Par exemple, je donne des horaires au hasard. Imaginons que tu finis ta journée de travail à 17h d'habitude. Est-ce que c'est plus je vais bosser jusqu'à 17h30 pour finir des choses, puis je m'en suis potentiellement même pas rendu compte? Ou est-ce que c'est plutôt ah bah il est 19h30, je viens de me rendre compte que j'ai un petit truc qui pourrait prendre un quart d'heure, je vais raccrocher puis je vais le refaire? Non, c'est plutôt tu débordes, sur ta fin de journée. T'as un contrat avec des horaires fixes ou t'as un contrat cadre ou quelque chose d'assimilé? Alors j'ai un contrat cadre maintenant et donc c'est un nombre d'heures du coup. Ouais, mais vu que c'est un contrat cadre, c'est-à-dire que vu que tu pointes pas, j'imagine que tu pointes pas. Alors du coup on pointe même, dans ma boîte en tout cas, même, sans être cadre, on pointe pas. Donc même avant, déjà j'étais pas cadre au moment du Covid et il y avait pas de pointage et c'était le même système en fait, tu avais juste un nombre d'heures à faire. On te demandait d'arriver entre telle heure et puis finir à minima à telle heure le soir et puis, bah, tu t'arrangeais, Mais du coup, si tu dépasses et que tu fais plus d'heures, est-ce que tu le notais quelque part? Est-ce que tu avais un moyen de récupérer ces heures-là que tu avais dépassées ou non, est-ce que c'était non, perdu? c'est perdu. J'imagine que ça se fait malheureusement beaucoup hein, dans beaucoup de boîtes, mais il faut savoir que normalement, c'est plus pour les auditeurs, ça, hein, c'est pas pour toi, mais il faut savoir que normalement, ça c'est encadré par le droit du travail. Alors forcément, on va pas dire qu'on va aller au prud'homme pour 15 minutes qui dépassent à droite à gauche parce que ça fait beaucoup de lourdeur et de tension entre l'employeur et l'employé, mais c'est des choses, si vous avez des personnes au sein de votre équipe, des syndicats ou quoi que ce soit à qui vous pouvez aller parler pour essayer de lancer ça sur un terrain neutre, vous êtes normalement protégé par ce genre de choses. Sauf dans le cas du forfait cadre où là, c'est un peu différent. Ça peut malheureusement être un peu open bar n'importe comment quand c'est mal géré, mais il n'y a pas de notion, souvent pas de notion d'heure. C'est un type de contrat qui est encore au-dessus, Ok. au-dessus du mien, en tout cas dans la boîte, dans laquelle je suis. Donc toi, tu as eu ce genre de petit dépassement. Aujourd'hui, tu disais ça va mieux globalement. Ouais, en fait, aujourd'hui, du coup, je me suis dit que c'était pas à moi de m'adapter finalement à ma charge de travail, mais à la charge de travail que j'ai, de s'adapter finalement, aux heures que moi j'ai à faire. Est-ce que tu as des chefs d'équipe, des managers ou qui que ce soit qui soit t'ont parlé de ça, soit toi, tu as pu leur en parler? Non, j'en ai parlé moi en fait à un moment et moi j'ai déjà dit à mes responsables que bah en fait, bah, l'heure à laquelle je finis en démarrant à l'heure à laquelle je démarre, bah, c'est telle heure et Après l'heure, c'est plus l'heure. c'est ça. J'ai des enfants, j'ai une famille et que il y a un moment où c'est le boulot et il y a un moment où c'est le reste. Bon, c'est cool d'avoir réussi à faire la séparation. Il y en a qui ont plus de difficultés, soit parce que personnellement ils ont plus de difficultés, soit parce que le cadre dans lequel ils évoluent fait que c'est plus difficile aussi de dire stop. Donc en tout cas, c'est très bien d'avoir réussi à dire stop. Ok, et donc aujourd'hui, tu as un peu de télétravail, un peu de travail sur site. Toi, ton rapport à l'environnement de travail, aussi bien l'équipe, le lien social, la pause café, le lieu géographique, les bureaux, comment ça te parle, comment tu le ressens? J'ai plutôt une équipe, sympa, avec des bons collègues avec lesquels je peux discuter, rigoler, donc là, de ce côté-là, c'est plutôt cool. Au niveau vraiment de l'endroit où c'est situé, le cadre est plutôt sympa avec l'océan, pas très loin, pour pas dire à 2 minutes à pied. Ok, ça te permet des bons breaks, j'imagine, quand tu as besoin de souffler aussi. Ouais, du coup, si tu veux, tu peux facilement te retrouver au bord de l'eau et souffler le midi, tranquillement. En termes de matos, on a ce qu'il faut, je trouve, sur site, même s'il peut y avoir encore des améliorations qui sont des fois apportées, grâce à la médecine du travail pour certains, selon les besoins. C'est rapport aux chaises, aux tables, au bruit, Ouais, alors du coup, moi, je suis en open space, donc j'ai quand même la chance d'être sur un petit plateau. petit, c'est combien? Il doit y avoir
une vingtaine de personnes, je pense, Quand même. grosso modo. Ok. Il y a des open space beaucoup plus grands là où je suis, donc on va dire que je suis quand même chanceux de ce côté-là. Et puis après, oui, c'est plus rapport au bureau qu'on peut avoir. Je sais qu'il y en a certains qui ont des bureaux assis debout. Tu peux avoir des souris ergo, etc. Ça, c'est pas mal. Et puis après, c'est pareil, on a une enveloppe aussi pour s'équiper à la maison par rapport au télétravail. Ça, c'est venu avec le Covid, j'imagine aussi. C'est ça. En fait, on a eu une enveloppe de 300 €, je crois. C'est une fois ou c'est renouvelé tous les ans, tous les 5 ans Tous les 3 ans, je crois. Tous les 3 ans, et c'est 300 hors taxe, me semble-t-il. Ça m'a permis m'équiper m'équiper plutôt bien à la maison, avec un bureau assis debout, un ballon du coup pour m'asseoir, et puis un casque aussi pour le PC. Et la gestion du bruit dans l'open space, tu le gères plutôt bien, ça va? Ouais, ça va. Je suis quelqu'un qui a besoin, enfin, qui travaille souvent avec de la musique, donc j'ai mon casque visé sur les oreilles et ça me coupe du bruit extérieur. C'est ça, ça te fait une première coupure de bruit en tout cas. Ok. Est-ce que, je rebondis toujours sur le bruit dans l'open space, est-ce que c'est un plateau où il y a beaucoup de gens au téléphone aussi, ou est-ce que c'est vraiment des équipes qui se parlent les unes avec les autres, donc il y a tout le temps un petit bruit, mais c'est pas non plus un call center, quoi. Alors, ouais, non, maintenant, le plateau sur lequel je suis, c'est plutôt calme. C'est des développeurs et des analystes, donc il n'y a pas d'appel en particulier. Les gens parlent entre eux s'il y a besoin, mais c'est plutôt calme. Après, j'ai déjà eu des expériences sur des plateaux avec des gens qui ont pas mal de relations avec le client, avec des clients, etc. Et là, par contre, c'est beaucoup de bruit, ouais. Ouais, toujours plus dur de s'isoler, de se concentrer. La fin de la journée est peut-être plus fatigante quand il y a autant de bruit. Ouais, c'est un peu plus éprouvant, ouais. Et le rapport, toujours dans ton entreprise, ton équipe ou quoi que ce soit, à comment toi t'es, dans le sens aussi bien de tes vêtements que ton comportement ou quoi que ce soit. Est-ce que tu as l'impression de pouvoir être toi-même, ou est-ce que tu as l'impression que tu te restreins, ou qu'en tout cas t'enfiles un masque le matin pour respecter un petit peu les règles de bienséance de la vie en entreprise? Non, pas nécessité de changer, de changer en arrivant à la boîte. Non, ça reste plutôt, enfin, je dirais malgré la taille, Ouais, parce que c'est vrai que c'est un gros truc quand même. enfin vraiment la taille de l'entreprise dans sa globalité est énorme, mais on va dire que la boîte dans laquelle je suis rentré, en fait, c'était une petite boîte qui avait grossi, mais ça restait une entreprise familiale, et tout le monde se connaissait. Et je pense on a gardé un peu ce fonctionnement-là, quoi. T'as votre, entre guillemets, ancienne société qui s'est fait racheter par un gros groupe, mais le site sur lequel vous êtes, ça reste globalement les gens qui étaient dans ce nœud-là, et du coup, ça a peut-être un peu gardé l'ambiance un peu petit village, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Alors du coup, par contre, le fait que ce soit quand même un gros site, 250 personnes, et sur une très grosse boîte, au niveau rapport à la hiérarchie, comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien, parce que c'est pareil, en fait, on avait des contacts assez proches, même avec la hiérarchie finalement dans mon ancienne boîte, et ça reste les mêmes personnes. Il y a pas de barrière, en fait, je dirais, vraiment entre la hiérarchie et le reste, quoi. T'as pas eu l'impression de voir une différence après le rachat, peut-être? De voir des choses qui viennent de décisions de groupe un peu plus haut et qui vous retombent dessus? Ouais, alors ouais, c'est sûr que ça implique pas mal de choses, hein. Enfin, déjà, la boîte avant, il y avait pas de syndicat, il y avait rien. Le jour où on a été racheté, on s'est retrouvé avec des coms des syndicats tous les mois. La boîte est cotée en bourse, enfin les actionnaires, les ci, les là. Enfin, du coup, tu rentres dans un autre monde. Et puis, ouais, forcément, en dehors des gens que tu as sur ton site, tu te retrouves avec des supérieurs de tes supérieurs qui eux, sont clairement pas dans un autre moule, quoi. T'as quand même ressenti le changement structurel de la compagnie, mais pour autant, toi, ton quotidien et les équipes avec lesquelles tu bosses, t'as pas l'impression d'avoir tellement souffert ou changé drastiquement de manière de parler aux gens, de communiquer, de travailler en fait? Non, ça a pas. Enfin, pour moi, en tout cas, je l'ai pas vécu comme
comme un changement brutal. Oh bah c'est cool, c'est plutôt ça, hein. Parce qu'effectivement, après, quand tu viens nous dire que c'était une petite boîte et que là, c'est coté en bourse avec des actionnaires, etc., ça peut changer quand même pas mal de choses. Ouais. Je pense que maintenant, ça change plus de choses. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression que la transition a été plutôt douce. C'est peut-être sur toutes les nouvelles embauches et création d'équipes ou quoi que ce soit que ça va peut-être changer, entre guillemets. Alors après, ça, leurs nouvelles embauches, forcément, ils connaissent pas l'ancien modèle, donc c'est un peu différent aussi. Après, je pense on a basculé finalement. On est rentré un peu dans le moule, mais ça s'est fait. Je pense que ça s'est fait petit à petit. Je dirais pas que ça s'est pas ressenti, mais en tout cas, ça a été quand même plutôt adouci. Ok. Et donc aujourd'hui, je pense que si on regarde le delta entre le moment où on a été racheté et aujourd'hui, on va avoir une grosse différence. Mais Ouais. Je vais embarquer sur le sujet de la rémunération. C'est d'autant plus intéressant que tu as changé drastiquement de taille de structure avec le rachat. Est-ce que tu penses que... Alors, je dis pas ça par rapport à ton poste ou quoi que ce soit, c'est juste toi en tant que vision de comment ça fonctionne le monde. Est-ce que tu penses que ta rémunération elle est juste et est-ce que tu as vu, j'en profite pour faire une question supplémentaire vu ton histoire, est-ce que tu as trouvé une différence ou est-ce que tu as vécu une différence en termes de rémunération ou de possibilité de négociation entre avant et après le rachat et le fait de faire partir d'un gros groupe? alors, oui, j'ai vu une différence sur la rémunération. J'ai eu deux grosses augmentations suite au rachat. Ok. Euh, Déjà la première parce que j'étais pas dans les minima de mon indice en fait au moment où j'ai été racheté. Ça la fout mal par rapport à l'ancien, ça. Voilà. Parce qu'ils ont estimé que par rapport à mon travail, même si j'étais rentré maintenant dans les clous de mon indice, bah, il y avait encore de la marge par rapport au travail fourni. Donc ouais, j'ai vu une différence. Je sais pas si tu es convention Syntec ou une autre. Ouais, je suis convention Syntec, ouais. Je me permets mon petit grain de sel pour ceux et celles qui connaissent pas. C'est globalement la convention collective de tout ce qui est bureau d'études, recherche et développement. Donc toutes les petites boîtes enfin petites, toutes les boîtes de prestations de services, pas du tout petites, hein, il y en a des énormes, sont sur cette convention collective-là. Je me permettrai pas de dire que c'est bien ou mal payé de manière générale au niveau national ou par rapport à un niveau de vie ou quoi que ce soit, mais par contre, clairement, par rapport au niveau d'études et par rapport au marché de l'emploi sur ce genre de métier, la grille, être au minimum de la grille, c'est que la boîte fait pas beaucoup d'efforts. Donc si tu me dis que tu étais en dessous de ta grille, c'est que clairement, tu n'étais pas payé à la juste valeur du marché du travail sur ce genre d'emploi. Eh bien d'accord. Donc c'est très bien, c'est très bien que tu te sois fait augmenter. C'est quand même une bonne nouvelle aussi qui s'occupe de ça et qui se disent pas cool, on en a un qui est payé pas cher, on peut en profiter pour faire des économies. C'est ça. Après, bon, vu qu'on est rentré dans un monde avec des syndicats, etc., je pense que Oui, t'as une meilleure défense aussi par rapport à tes droits. Ouais. s'ils l'ont fait, c'est pas en se disant cool, c'est vrai, le pauvre, je pense qu'il y a aussi une manière de se protéger de pas mal de problèmes qui peuvent arriver, j'imagine. Je pense aussi. Ok, qu'est-ce qui te ferait changer de travail aujourd'hui? C'est quoi la chose qui te ferait dire ok, je vais changer? Euh, Bah, je pense retrouver un peu de sens à ce que je fais au quotidien. Aujourd'hui, j'ai l'impression de ne plus trop avoir la main sur ce que je fais. Tu te fais donner des objectifs? Ouais, alors il y a des objectifs d'une part, et puis des fois il y a assez peu d'écoute, quoi. On a des gestionnaires, j'ai envie de dire, des fois au-dessus de nous, qui pensent gestion uniquement et qui écoutent pas forcément les gens qui ont les mains dans le cambouis et leurs avis. Et du coup, au quotidien, on va dire que c'est assez frustrant. Tu ressens une différence par rapport à dans le passé je fais toujours référence au rachat parce que tu as quand même drastiquement changé de structure de boîte sans changer de boîte, c'est ça qui est intéressant. Tu sens une différence depuis le rachat par rapport à ça? Ouais, je sens une différence, ouais. Ouais, donc ça revient un peu dans ce que je disais, la partie vraiment gestion, hiérarchie, gestion et décisionnelle. Depuis le rachat, ça vient de plus haut, puis tu as peut-être toi un peu perdu la main ou en tout cas perdu le contact avec les gens qui avaient ce genre de décision. Là où avant, tu étais peut-être plus inclus dans ce genre de choses, ou en tout cas, tu le voyais plus, quoi. Il y a de ça, et je pense que sans mettre l'entreprise en difficulté,
l'entreprise initiale faisait ce qu'il y avait à faire, en fait, malgré le coût que ça pouvait engendrer. Il y avait peut-être plus d'écoute là-dessus. Aujourd'hui, on est passé dans un monde, enfin, comme je l'ai dit, avec des actionnaires, etc. Et où finalement, voilà, c'est du chiffre. Et puis, Ouais, c'est que du chiffre, quoi. en fait, si ce que tu dis, c'est pas primordial, en fait, on le fera pas, quoi. Ok. Je comprends ce que tu veux dire avec le fait de retrouver du sens. Tu me dis si je me trompe, mais en fait, c'est toi, tu vois qu'il y a un sens en termes de, je sais pas, livrer une fonctionnalité, rajouter du confort pour le client, rajouter du confort pour les développeurs pour plus tard, s'assurer d'une longévité technologique ou peu importe. Mais derrière, il y a une réalité financière qui fait que c'est pas ça le plus rentable et du coup, vous vous faites un peu dire, bah ouais, mais c'est pas ça le plus rentable, quoi. C'est ça. Ta plus grosse peur liée au travail, le travail au sens large. C'est une bonne question. Là, comme ça, je saurais pas y répondre. Ok. Là, on va enchaîner sur le reste et puis si jamais il y a quelque chose qui te vient, tu nous redis à ce moment-là. Ça peut être lié à ton travail, ton emploi aujourd'hui, ça peut être lié à ton métier, ça peut être lié à ton futur professionnel, ça peut être lié à la réalité du monde du travail de manière générale, pour tes enfants dans le futur ou quoi que ce soit. Si tu pouvais, avec une baguette magique, améliorer une chose dans ton travail actuel, pour le coup, dans ton poste là en ce moment, qu'est-ce que tu changerais? Une seule chose. Du coup, ce qu'on vient de dire, un peu plus d'écoute, je pense. Ok, du coup, ton quotidien, t'aurait plus de sens et tu te sentirais plus épanoui Ouais. dans ton travail. Ok, cool. J'ai parlé vaguement tout à l'heure du fait que ta plus grosse peur liée au travail, ça pouvait être lié pour plus tard tes enfants. On a dit tout à l'heure que tu avais des enfants. Qu'est-ce que toi, tu as envie de leur inculquer comme... qu'est-ce que tu veux mettre derrière le mot travail dans la tête de tes enfants pour plus tard? Qu'est-ce que tu veux leur donner comme éducation par rapport à ça? Plaisir. Je pense, j'ai envie que pour eux, le travail, ça soit avant tout du plaisir. Et qu'il y a pas de frein, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite à ce qu'on veut faire. Et il n'y a rien qui doit nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. C'est une super vision des choses, je trouve. Je rebondis dessus, histoire de juste te titiller un peu. Demain, tu te lèves puis tu te rends compte que tu prends plus aucun plaisir dans le métier de développeur. Puis je parle pas de ton emploi là, dans cette boîte-là. Vraiment, juste tu te rends compte que finalement, développer, ça t'amuse plus, puis que tu t'ennuies à mourir et que t'as plus du tout envie de faire ça. Qu'est-ce que tu lances comme action? Comment tu réagis en fait? Je pense que je serais un peu désemparé. Ça commence par là en général. Parce qu'aujourd'hui, à vrai dire, je me vois pas rechanger de voie. Même si on voit de plus en plus de monde le faire. Moi, aujourd'hui, enfin, à l'heure actuelle, je m'en sens pas capable. Et je vois pas, en fait, vers quoi je partirais. Est-ce que ça se peut que tu t'en sentes pas capable et que tu vois pas vers quoi tu partirais, justement parce que de toute façon, en ce moment, tu y trouves ton compte? Peut-être qu'il y a de ça. Après, est-ce que j'y trouve totalement mon compte aujourd'hui? Je ne sais pas. En tout cas, je dirais que j'y trouve à minima un certain confort. Ça rejoint un peu ce que je disais de la période de mes études et en fait, ça rejoint un peu ma personnalité et je suis pas un grand aventurier et en fait, voilà, mon confort, en fait va primer sur plein de choses et on va dire que juste par confort d'avoir un poste que je connais, un endroit que je connais et puis pas avoir commencé de zéro, en fait, peut-être que même si j'y trouve pas mon compte, je changerai pas, quoi. Ok. Bon, en tout cas, aujourd'hui, tu as trouvé un équilibre qui te permet de dire je suis suffisamment confortable pour avoir envie de continuer. C'est ça. Je te souhaite que ça dure le plus longtemps possible. J'espère aussi. Idéalement jusqu'à la retraite, si on en a une. C'est ça. On a parlé rapidement contraintes géographiques tout à l'heure par rapport à quand tu t'es installé. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose dans votre vie, je dis votre, parce que là on est vraiment rendu dans une décision familiale, d'autant plus, comme tu l'as expliqué dans ton histoire,
Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui pourrait vous forcer à bouger géographiquement à cause du travail? Ou est-ce que c'est l'inverse? C'est plutôt si à cause du travail on doit bouger, bah en fait on va reformer comment on se débrouille pour travailler autre part, dans autre chose, un autre métier, une autre société, peu importe, mais on bougera pas. Alors, du coup, j'ai quand même la chance d'être dans une boîte, comme j'ai dit, c'est énorme, avec des sites un peu partout en France, mais aussi dans le monde. Donc, il y a possibilité, en fait, si tu veux, de pouvoir bouger à d'autres endroits. Et je suis pas sûr que ça soit moi le travail qui m'imposerait un changement, mais plutôt que si nous, aujourd'hui, on souhaite changer, j'ai des possibilités, en fait, sans forcément devoir rechercher quelque chose. Je peux avoir des passerelles qui nous permettent de nous changer comme on veut. Ah, c'est toujours une option sympa à avoir sous le coup. C'est ça. Est-ce qu'il y a un sujet à propos duquel on n'aurait pas parlé ou un sujet que tu aurais voulu approfondir pour finir l'épisode? Moi, juste, enfin voilà, on en a parlé déjà, mais je pense que vraiment le moment le plus marquant, moi, je pense, ça a été la bascule avec le télétravail. Et Tu reviendrais plus en arrière aujourd'hui? alors aujourd'hui, je reviendrai plus en arrière, non, ça c'est sûr. T'as combien de télétravail en moyenne par semaine pour qu'on se fasse une idée? J'ai 3 jours de télétravail et 2 jours sur site. Ok. Qui me fait gagner plus d'une heure de voiture par jour. Ok, on va dire grosso modo une demi-heure aller, une demi-heure retour, c'est ça? C'est ça, s'il n'y a pas de bouchon. Ok. C'est non négligeable. Oui, ça fait la différence, clairement. Et aujourd'hui, c'est sûr que je ne reviendrai pas en arrière, mais par contre, voilà, cette bascule où tu te retrouves chez toi avec tout ce qu'il faut pour travailler. Et voilà, c'est pour les gens qui ne l'ont pas fait, qui se retrouvent à le faire, je pense que c'est vraiment un truc auquel il faut être super vigilant. Normalement, je parle pas de moi pendant les podcasts, je vais me permettre une petite aparté parce que je viens appuyer ton propos là-dessus. Moi, je l'ai vécu un peu différemment. J'ai eu une période où je me suis retrouvé à travailler. En plus, c'était vraiment dans un logement d'appoint. On était dans un 2 pièces avec ma conjointe, à travailler pendant 3 mois à distance pour ma boîte. Et en fait, je savais que c'était temporaire, je savais que c'était juste 3 mois, je savais que 3 mois plus tard, on changerait de vie complètement. Et du coup, j'ai pas du tout fait d'effort en rapport à mon temps de travail et mon confort physique lié à l'emplacement. En 3 mois, je me suis détruit le dos. Je travaillais n'importe comment, sur le canapé, sur une chaise en bois, enfin, vraiment n'importe comment. Et suite à plein d'autres événements de vie, je me suis retrouvé à décrocher un emploi avec du télétravail. Et en fait, d'avoir vécu ça une première fois, je savais où mettre les limites de tous les côtés. Et tout ça pour dire exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que quand tu le vis pour la première fois, il y a tellement d'erreurs que tu peux commettre parce que personne t'a prévenu, parce que même si on t'a prévenu, si tu l'as pas vécu, je pense que c'est difficile de comprendre à quel point ça peut être vicieux. Parce que t'as pas de barrière, t'as pas ce petit trajet à pied, en voiture, à vélo, en transport qui te fait dire il y a un sas de décompression, puis t'as fini ta journée de travail. En fait, t'as fermé une fenêtre de laptop, potentiellement t'as éteint ton PC, mais en fait, t'as pas eu le temps de couper, que t'es déjà plus au travail, mais en fait, t'y es encore. Et ça peut être difficile, ouais. Et puis évidemment, comme je disais, le confort physique de se mettre dans un vrai bureau avec une vraie chaise, ça c'est pas négligeable sur la durée, on peut se détruire la santé. Hein. C'est pas travailler en usine non plus, mais ça peut faire des dégâts. Ouais, c'est sûr. Alors après, ça a ce côté liberté, du coup, tu te dis, je peux un peu faire comme j'ai envie. Ah, il y a plein de bons côtés, il y a plein de bons côtés, là, effectivement. Là, j'appuyais Mm. le côté dont tu parlais de bien réussir à faire la différence, mais oui, il y a plein de bons côtés, plein de libertés, plein de petites choses qui font que le télétravail, je pense que c'est globalement très apprécié, surtout quand tu as la possibilité d'avoir les deux, de trouver ton équilibre entre les deux. C'est ça. Ok, je vais quand même réessayer, voir si tu as quelque chose qui a pu germer dans le fond de ta tête, rapport à ta plus grosse peur liée au travail. Bah, je pense que ça serait de perdre mon travail finalement. Je pense que j'ai tellement galéré pour arriver à trouver un poste quand je suis arrivé dans la région, parce que
parce que l'info, même dans certaines grandes villes, c'est pas le secteur le plus porteur. En l'occurrence, là où moi je me trouve, ça ne l'est pas. Donc je pense que ma plus grande peur serait de devoir revivre un peu la même chose, même si aujourd'hui on va dire que ça a beaucoup changé. Tu as la possibilité de trouver des postes en full télétravail, donc tu as plus d'opportunités. Mais malgré tout, je pense que ça reste une petite crainte. Ouais. Donc finalement, tu as aussi une contrainte et une attache géographique. C'est ça. Une attache qui est une contrainte qui est une attache. Ok. Eh bien, écoute, je vais clôturer comme d'habitude avec le petit message de prévention. Faites attention à vous au travail. Prenez du plaisir, évidemment, si vous en avez la possibilité, mais faites bien attention si jamais vous êtes dans une situation où vous trouvez que c'est difficile de se lever le matin, qu'il y a quelqu'un qui a une sorte d'emprise sur vous, que vous vous sentez mal de manière générale, qu'il y a quelque chose qui cloche. Essayez d'en parler à quelqu'un dans votre compagnie, dans votre équipe, en dehors, un ami, un médecin, peu importe. Allez en parler à quelqu'un, voir si tout est OK ou voir s'il y a vraiment quelque chose à creuser. Le burn-out, le bore-out et toutes ces choses-là, ça peut arriver très très vite et ça peut faire très très mal. Prenez soin de vous. Merci à toi, Jonathan, pour cette quasiment heure d'interview. Merci à toi pour l'invitation. C'était très chouette. Et merci à tous de nous avoir écoutés et rendez-vous au prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Boulot jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé notre discussion enrichissante et qu'elle vous a donné des pistes de réflexion sur votre propre relation au travail. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça permet au podcast de se faire connaître. Pour continuer la conversation, je vous invite à rejoindre notre serveur Discord. C'est un espace parfait pour échanger des idées, partager des expériences et poser des questions sur les sujets abordés dans le podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Blue Sky et LinkedIn pour rester informé des prochains épisodes et des actualités autour du podcast. Toutes les infos pour me suivre sont également dans la description. Enfin, si vous avez envie d'enregistrer un épisode, des invités que vous aimeriez entendre ou encore des suggestions de sujets, faites-le moi savoir. Encore merci d'avoir écouté ce podcast, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au boulot!